Allez, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette deuxième demi-finale du tournoi d'éloquence 2025 organisé par le Lions Club. Toutes les candidates, tous les candidats, vous pouvez aller vous asseoir, vous installer tranquillement, vous en faites pas. Je vous appellerai quand ce sera votre tour. Vous n'êtes pas obligé de rester debout, sauf si vous vous sentez bien debout, vous vous mettez comme vous vous sentez le mieux. Alors merci d'être venus ce soir pour la 5e édition, c'est déjà la 5e. Il y a de plus en plus de candidates et de candidats, de plus en plus de monde, donc merci, ça fait plaisir. C'est la deuxième demi-finale, ça veut dire qu'il y en a eu une première hier, où on a déjà eu 15 candidates et 15 candidats. À l'issue de cette soirée, le jury que je vais vous présenter dans un instant ira dans la cuisine, ils vont se retrouver et ils vont définir les gagnants de ces deux demi-finales. Il y avait au total 28 participants, il y aura 10 gagnants qui se retrouveront alors le samedi 22 mars au Centre culturel de Rochefort pour la finale régionale, voilà, c'est ça. Et puis après la finale régionale, il y aura la finale du district qui se passera le samedi 17 mai 2025 à Mons. Alors, comment ça va se passer? Je vais essayer de ne pas le faire trop long parce que je pense qu'on a quand même pas mal de stress dans la salle ce soir. Je vais appeler, on vient de voir ici le tirage au sort des candidates et des candidats, donc chacun a leur numéro de passage. Je vais les appeler. Ils auront 6 minutes pour défendre leur sujet. Après 5 minutes 30, vous aurez le son de la cloche ici, voilà, qui vous annoncera qu'il vous restera 30 secondes. Après les 6 minutes, un nouveau son de cloche, et là, malheureusement, il faudra conclure rapidement. Alors, qui dit tournoi, dit jury. Bonjour les membres du jury, vous allez bien? Ça va? Vous avez bien dormi? Oui? Allez, aussi bien que moi, ça tombe bien, j'ai dormi comme un bébé. Alors, je vais quand même vous présenter en président du jury, qui est également le président du Lions Club, qui viendra nous donner quelques mots, si c'est toujours bon pour toi, Pierre. Très bien. Nous avons Pierre Wojtek, que nous pouvons applaudir très fort. Nous avons également Madame Sonia Simon, qui est directrice d'école primaire à la retraite, que nous applaudissons. Nous avons également Cindy Snessens, qui est artiste conteuse. Nous avions Julien Defaux, bourgmestre de la commune de Rochefort. Daniel Simon, auteur, acteur de théâtre et médecin à la retraite. Si jamais il y a un malaise, on pourra compter sur lui. Et enfin, Caroline Bugnon, qui est juriste. Donc le jury va se retrouver après, ils auront une grille de cotation, ils vont juger nos candidates et nos candidats selon leur éloquence, selon le fond et selon l'aisance. Alors, je propose peut-être que, Pierre, je te donne la parole quelques instants pour nous expliquer en quelques mots le Lions Club, ses objectifs, ce que vous faites l'année. Et voilà, je te laisse la parole et on peut réapplaudir Pierre, ça fait toujours plaisir. Mais voilà, bonsoir à tous. On va pas ici, si? On m'entend là? Oui? Ok, oui, ça va. Bonsoir à toutes et tous. Voilà, le Lions Club est heureux évidemment de vous recevoir ce soir pour la deuxième éliminatoire du tournoi d'éloquence. Le Lions Club, c'est, je vais dire, pas une bande de gamins, mais une troupe d'amis qui ont décidé de servir, de se rassembler et de pouvoir faire des activités au profit d'associations locales. Les associations locales que nous aidons principalement ici sur l'entité sont la Farandole, les Capucines et Gamedella. Donc toutes nos activités sont essentiellement
dédicacés à ces associations et les bénéfices que nous en sortons sont intégralement reversés à ces associations ou éventuellement à des demandes ponctuelles. Mais je vais dire, ceci est une autre histoire et quand même moins fréquent que les aides que nous apportons. Donc nous sommes un groupe d'une vingtaine de membres actifs. On se réunit 2 fois par mois, on passe en revue nos objectifs, on prépare nos activités et notamment celle-ci pour laquelle d'ailleurs Christophe a la présidence de cette commission et je le remercie également de cette organisation qui encore une fois s'est très bien passée. Je ne serai pas beaucoup plus long. Je voulais simplement aussi remercier l'ensemble des établissements scolaires qui se sont inscrits et qui ont souhaité participer à ce tournoi d'éloquence. Je pense que c'est encore cette année un beau succès, puisque nous avons quand même pas moins de 8 établissements scolaires, 28 candidats. Il y en a quelques-uns qui se sont désistés, mais enfin, il en reste 28 rescapés. Et je voulais surtout les féliciter les professeurs pour la patience et le travail qu'ils ont accompli avec leurs élèves, mais surtout, et je crois que là, ça méritera vraiment tous vos applaudissements, c'est le travail que les étudiants vont vous présenter ce soir, le travail qu'ils ont fait pendant de longues semaines, peut-être de longs mois, en surmontant le stress qui commence tout doucement à les envahir. Mais je suis sûr que de toute façon, ça se passera très bien. Et encore une fois, bravo, je vous félicite les jeunes. Merci beaucoup. Allez, quelques petites considérations rapides. On va diviser la soirée en 2. On fera passer les 7 premiers et puis on fera une petite pause, un petit entracte. Comme ça, vous pouvez aller reprendre un verre, prendre un morceau de quiche. Et puis, ben voilà, on va commencer tout doucement. Alors, évidemment, tu as raison, Pierre, merci de me le rappeler. Pensez à éteindre vos téléphones. Alors, si c'est pendant que je parle, on s'en fout royalement, mais si c'est pendant que les jeunes parlent, ce serait quand même bien dommage. Donc, voilà, faisons comme ça. Et alors, eh ben, on va commencer. Voilà, je vais appeler notre première candidate qui est Chloé Verdun, qu'on applaudit très fort. Chloé nous vient de l'Institut Saint-Laurent Marchand-Famenne. Sa professeure référente, c'est Gaëtane Olivier. Et Chloé va nous parler du sexisme et de la misogynie banalisée à notre époque. Saviez-vous qu'on a dû attendre 2013 pour que les femmes puissent officiellement porter des pantalons ? Ça vous choque ? Moi aussi. C'est pourquoi ce soir, je suis debout, face à vous, afin de vous énoncer les causes et les raisons pour lesquelles je suis féministe et que je pense que tout le monde devrait l'être. Mais qu'est-ce que c'est exactement qu'être féministe ? Eh bien, la définition du mot féminisme selon le Larousse est la suivante. C'est un courant de pensée et mouvement politique, social et culturel en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Or, les femmes et les hommes composent ensemble cette société. Il est donc normal que ce mouvement soit soutenu par ces deux moitiés complémentaires. Afin d'illustrer un peu ces inégalités encore trop présentes, je vais vous énoncer quelques chiffres. Il n'a pas fallu attendre longtemps, puisque le premier féminicide a été commis chez nos voisins français dès le 1er janvier. Toujours en France, selon le ministère de l'Intérieur, en 2020, il y a eu 125 décès causés par les violences conjugales, dont 102 étaient sur des femmes. Et pour finir, en Belgique, un sondage d'Amnesty International démontre que 81% des victimes de viols sont des femmes et que 97% des coupables sont des hommes. Que nous montrent ces chiffres ? Eh bien que la femme n'est ni respectée ni protégée dans une société majoritairement dominée par les hommes. Remontons le temps. Depuis le Big Bang, les hommes sont à la tête des pays. Présidents, rois, empereurs. Il serait difficile de dresser la liste exacte des noms masculins qui ont marqué l'histoire, tandis que les noms féminins, on pourrait pratiquement les compter sur les doigts de la main.
En Belgique, par exemple, il a fallu attendre le milieu du XXe siècle pour que la femme puisse voter. Pourtant, les inégalités restent. L'écart salarial est là. Les plaisanteries misogynes font visiblement toujours rire. Que par ailleurs, je ne comprends pas tellement. Je suis blonde. Trêve de plaisanterie. La situation en dehors de nos frontières est bien plus dramatique. En Afghanistan, le gouvernement semble prendre un malin plaisir à supprimer le peu de liberté qui reste aux femmes, toujours d'une façon de plus en plus abominable. Elles ne pouvaient déjà plus se balader sans être couvertes complètement ou accompagnées par un homme, que maintenant, elles ne peuvent même plus jeter un regard par la fenêtre. En Irak, le gouvernement a fait passer l'âge légal du consentement de 18 à 9 ans, ce qui va permettre à bon nombre de prédateurs de parvenir à leur fin, sans passer une seule fois par la justice. Et enfin, à l'autre côté du globe, au pays de la liberté, on préfère élire un criminel, violeur, raciste et malhonnête plutôt qu'une femme, qui plus est, de couleur. Et on bannit des livres militants, ou même fictifs, avec une femme comme héroïne, comme Emma de Jane Austen ou La Servante écarlate de Margaret Atwood. Maintenant, parlons de quelque chose de beaucoup plus effrayant que l'on ne s'en rend compte. Derrière leur apparence utile et presque paradisiaque, les réseaux sociaux sont d'un souhait d'idéalisation absolument immense et ça amène de nombreux dangers. La toxicité prend place, et ce, très tôt, puisque de plus en plus d'enfants vont sur les réseaux sociaux, et de plus en plus jeunes. Et de plus, on ne sait sur qui ou quoi il pourrait tomber. Exemple. En 2004, il y a eu 4000 signalements sur des sites à caractère pédophile. Tous les jours circulent 500 000 images pédopornographiques sur Internet. Et 17% des jeunes ont déjà été confrontés à des contenus violents et ou pornographiques. Afin de continuer un peu plus précisément sur les violences sexuelles, et avant de passer à mon dernier argument, je me dois de présenter l'histoire dont on a tous et toutes entendu parler récemment, l'affaire de Madame Gisèle Pelicot. Pour ceux et celles qui n'ont jamais entendu parler de cette brave figure de lutte, Gisèle Pelicot, 72 ans, a vécu pendant 9 ans les plus horribles actes qu'un homme puisse connaître. Son mari avait engagé 50 autres hommes pour la violer. Elle a pourtant survécu et n'a pas hésité à renoncer à l'anonymat, ce qui nous offre à tous et toutes une figure de plus de lutte, de courage et d'inspiration. Toutes, nous la remercions, et ce, jusqu'à la fin des temps, puisqu'elle sensibilise aussi aux violences sexuelles. Une pétition a été postée il y a très peu pour que Gisèle reçoive le prix Nobel de la paix. Et ça, on peut dire que c'est un progrès de mentalité. Pour finir, je vais vous énoncer pourquoi le sexisme est tout bonnement inutile et ne tiendra absolument jamais. De nombreuses inventions et découvertes que nous connaissons aujourd'hui et qui nous sont indispensables ont été faites par des femmes. La structure de l'ADN par Rosalind Franklin, la scie circulaire par Tabitha Babbitt, le Wi-Fi et le Bluetooth par Hedy Lamarr, sans quoi je ne serais pas devant vous, et qui permettent de grands progrès à la médecine et à l'enseignement. Et puis des femmes de valeur connues aujourd'hui, Olympe de Gouges, Elisabeth Ier, Malala Yousafzai, Simone Veil, Christiane Taubira, Greta Thunberg, Anne Frank. Je pourrais continuer ainsi pendant des heures, mais je ne dispose que de 6 minutes, alors je vais m'arrêter ici. Pour conclure, j'aimerais dire à ceux et celles qui critiquent les féminismes qu'il ferait mieux de se taire, parce que ce que je viens d'énoncer ce soir va beaucoup plus loin qu'on ne le pense. C'est très dangereux, et merci à toutes d'être féministes. Merci Chloé pour ce constat extrêmement clair et très alarmant sur la situation des femmes dans le monde et même en Europe. On va continuer avec notre deuxième candidat et c'est Lorenzo Antela Blanco, qu'on applaudit très fort. Lorenzo nous vient du collège d'Alzon de Bure. Sa professeure référente est Hélène Rion. Et Lorenzo va nous parler de la décroissance.
Mesdames, Messieurs, aux grandes dames de certaines personnes, j'aimerais parler, si vous me le permettez. Aujourd'hui, je ne suis pas venu ici pour me faire des amis ou demander votre pitié. Aujourd'hui, j'aimerais parler des comportements abusifs de certains qui se doivent de cesser. J'accuse, aurait dit Zola. Oui, j'accuse. J'accuse les hommes de leur nature vile et intéressée. J'accuse ces mêmes hommes de leur médiocrité et de leur mépris de classe, sans classe ni dignité. Mais ce n'est pas tout. Je vous accuse aussi. Je vous accuse de votre passivité et de votre naïveté, mais je m'accuse moi-même de mon hypocrisie et de ma duplicité, de vous moraliser sur des actes que je ne sais moi-même mener. Je nous accuse tous de vivre dans un monde qui feint la liberté sans en avoir à la fin, qui feint l'abondance mais ne se soucie pas de la faim. Et quand viendra enfin la prise d'action, ce sera trop tard. Nous serons déjà de futurs défunts. J'accuse un monde qui parle mais pourtant se tait. Un monde qui sait mais a toujours nié. Un monde qui est né et jusque-là se démenait, sans savoir que tout cela le menait à être un damné. Nous sommes condamnés, nous sommes condamnés. Mais non, nous ne sommes pas condamnés. Nous ne sommes pas condamnés à vivre dans l'ignorance par de grandes instances qui ne cherchent qu'à montrer leur toute-puissance, sans comprendre que tout cela n'est que de la démence. Au lieu de tout arrêter, de tout stopper, non, on préfère accélérer, toujours plus, consommer plus, produire plus, vendre plus, plus de terrain, plus de gens, plus de biens, plus de pouvoir. Ce que je critique aujourd'hui devant vous, c'est cette soif malsaine de toujours vouloir avancer, sans comprendre que cela ne fait que nous couler. Cette pensée que l'on a tous, Cette pensée que l'on a tous, que décélérer, c'est un naufrage. Décélérer, c'est aussi mieux analyser, pour mieux tourner la page. Décélérer, c'est peut-être un aveu de faiblesse, mais accélérer, c'est nier cette faiblesse. Cette faiblesse que l'on a tous de se penser supérieur à tout, sans comprendre que ce n'est pas un atout. Alors peut-être qu'il ne faudrait pas léguer nos savoirs à des IA ou des ordinateurs, pour qu'ils règlent eux-mêmes nos problèmes. Peut-être vaudrait-il mieux rassembler nos savoirs, pour augmenter nos avoirs, et pas nos avoirs matériels, mais nos avoirs intellectuels. La richesse d'un homme ne réside pas dans ses biens, mais dans la compréhension qu'il a de notre planète. Car je peux vous promettre que ceux qui tiennent les manettes nous guident à l'aveuglette. Alors, peut-être devrions-nous limiter notre impact pour ce qui est essentiel. Cesser ce qui est inutile, cesser les objets futiles. Arrêtons d'être puérils et d'agir de la manière la plus facile. Pour illustrer mon propos, j'ai choisi quelques citations. Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il nous prenne par la gorge. Winston Churchill. La civilisation ne consiste pas à multiplier les besoins, mais à les réduire volontairement. Cela seul amène le bonheur. Gandhi. Tous les écologistes sont daltoniens, ils voient vert partout. Patrick Sébastien. Moi, je veux bien soutenir les écologistes, mais à une seule condition, les petits oiseaux arrêtent de chier sur ma voiture. Laurent Ruquier. Enfin, oubliez les deux dernières. Là où je veux en venir, c'est qu'il faut arrêter de croire qu'il faut toujours aller de l'avant. Parfois, il faut savoir reculer face à un problème trop important, même si cela passe par des sacrifices. Des sacrifices, l'homme en a toujours fait. Et c'est sûrement pas aujourd'hui qu'on va s'arrêter. Mais ça va devoir passer par une révolution des pensées, des habitudes, et surtout une mobilisation générale. Alors dès à présent, je vous demande quelque chose. Prenons le large, levons les voiles, et si tout le monde met son grain de sel avec les moyens du bord, nous arrêterons de nous faire mener en bateau, et l'on pourra dire bon vent à ces pirates que sont nos dirigeants. Bravo Lorenzo. Je pense que Émile Zola a trouvé l'un de ses dignes héritiers.
Alors, notre troisième candidate, c'est Laure Gall, qu'on applaudit très très fort. Laure nous vient de l'Institut Saint-Laurent-Marchand-Famenne. Sa professeure référente est Stéphanie Charneux. Et Laure va nous parler de la différence. Laissez-moi vous poser une question assez simple, mais peut-être pas évidente. Pour vous, être différent des autres est-il un atout ou un fardeau ? Certains me diront sûrement un atout, d'autres me diront peut-être un fardeau. Eh bien, laissez-moi vous expliquer ma vision des choses. J'ai toujours remarqué cet écart entre moi et les gens de mon âge, que ce soit dans le style vestimentaire, dans les intérêts, la façon de penser, même les goûts musicaux. Et ouais, jusque-là. Ma maman me taquine toujours sur ça. Elle me dit toujours que je suis vieille avant l'âge, que je suis pas née à la bonne époque, et que j'ai des goûts de vieux. Mais en fait, elle s'y connaît pas mal en goûts de vieux. Mais en même temps, elle n'a pas tout à fait tort. Vous en voyez souvent, vous, des jeunes de 16 ans qui sont passionnés par la littérature, surtout George Orwell pour les connaisseurs, ou encore fans de Michael Jackson, ou comme vous pouvez le voir, avec un style de secrétaire. Mais je vous parle de différence depuis tout à l'heure. Mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, pour moi, la différence, c'est quand on n'arrive pas à trouver sa place auprès des autres. C'est quand on a l'impression d'être le vilain canard du groupe, dès qu'on ouvre la bouche pour parler, pour être nous-mêmes, en fait. Si vous saviez le nombre de fois où je me suis entendue dire que je n'étais qu'une intello, avec une pauvre vie, parce que je préférais rester chez moi à lire, à étudier, plutôt que de sortir, faire nous bas, boire comme un trou et rentrer torché. De plus, selon l'étape de vie où l'on est, on peut avoir une vision des choses différente. La différence peut être à la fois positive ou négative selon la personne. Certes, nous aurons toujours des moments où nous chercherons à ressembler aux autres, d'autres où nous ferons tout pour nous démarquer. Mais en réalité, nous cherchons tous à faire partie d'un tout. On a l'impression en fait qu'on est déterminé par notre appartenance dans un groupe, que si on est nous-mêmes, on sera rejeté. Donc, on essaie de rentrer dans une case, de devenir monsieur, madame, tout le monde, avec les mêmes objectifs, les mêmes patrons physiques, esthétiques. Mais au final, on nous impose d'être normal, mais qu'est-ce que c'est la normalité ? Qui peut clamer ici, haut et fort, être normal en fait ? Personne, car la normalité n'existe pas. Malgré ce que la société essaie de nous faire croire, nous sommes tous différents en tout point. On a associé, sans même nous en rendre compte, la différence à la bizarrerie, l'étrangeté et donc l'exclusion. Et étant dans une société ou une époque où être à la mode est devenu beaucoup plus important qu'être nous-mêmes, cela a créé des gros problèmes d'estime de soi chez beaucoup de personnes. Et les influenceurs ne font rien pour arranger tout ça, soyons clairs. Comme le mot l'indique, ils nous influencent. Parfois au point où certains n'arrivent même plus à avoir d'esprit critique. Ils ne se disent même plus, mais pourquoi je fais ça en fait ? Et je sais pas vous, mais moi en fait ça me choque d'apprendre que ce métier en vogue a un salaire mensuel valant des dizaines de milliers d'euros, alors que des gens avec un métier qui nous est nécessaire, tels que des infirmières, des policiers ou encore des pompiers, ont même pas la moitié de ce salaire en fait. Au final, pourquoi est-ce qu'on s'esquinte à faire des études quand on peut vendre l'eau de son bain comme Ruby Nicara ? Enfin, ce côté négatif de la différence affecte majoritairement l'adolescence, en fait. Et c'est plutôt logique. L'adolescence, c'est la période où, inconsciemment, on cherche par tous les moyens qui on est. Et où être intégré dans un groupe est plus important qu'autre chose. Les adolescents, parfois, cherchent tellement à se ressembler et qu'ils en viennent à s'habiller de la même façon, à écouter les mêmes musiques ou encore admirer le même artiste.
c'est tellement difficile parfois de les différencier. Si vous voulez tout savoir, je les compare très souvent aux mignons. Franchement, si on leur retire leurs petites salopettes et leurs petites lunettes, et que chez les filles, il n'y a pas si longtemps, c'était le léopard, et chez les garçons, quand c'est pas le jogging Nike, c'est la coupe casquette, et franchement, j'en peux plus de la voir, celle-là. En conclusion, ce qui était au départ un fardeau peut très bien devenir une très grande force si on arrive à l'utiliser à notre faveur et à l'assumer surtout. On ne doit pas s'arrêter au premier obstacle, au premier jugement. On doit continuer, on doit se battre pour être nous-mêmes. La différence, en fait, c'est sortir des rangs. C'est être visible par les autres. Alors, je finirai juste avec une petite question. Êtes-vous prêt à sortir des rangs, à être visible, ou préférez-vous rester dans l'ombre? Merci à vous. Merci beaucoup, Laure. Et puis, tu as raison, personne n'est normal. Il suffit de regarder les membres du jury. C'était gratuit, désolé. Allez, on va continuer avec la 4e candidate qui s'appelle Charlize Denayer. On applaudit très fort. Charlize, tu nous viens de l'Institut Saint-Laurent Marchand-Famenne. Ta professeure référente, c'est Gaëtane Olivier. Et tu vas nous parler de la place de la femme dans la société. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous parler d'un sujet actuel qui ne devrait plus l'être et qui pourtant fait encore controverse, la place des femmes dans notre société. Pendant des siècles, les femmes ont été reléguées à l'arrière-plan telles des objets et récemment seulement nous avons fait entendre nos voix. Nos aïeuls ont risqué leur vie pour se battre, pour obtenir des droits qui sont aujourd'hui encore en danger, remis en question. Et cette remise en question de nos droits permet de se poser une question. Pourquoi ? Comment la société voit-elle les femmes et quelles en sont les répercussions ? Comment ne pas se poser cette question lorsque l'on entend qu'une mère battue doit laisser aux mains de leur père ses enfants malgré toutes les preuves de violence ? Comment ne pas se poser cette question lorsqu'une femme investie dans son boulot se voit refuser une augmentation de salaire au profit d'un de ses collègues masculins qui gagne déjà plus qu'elle? Comment, quand une voisine peut-être, une amie, s'est fait tuer par son conjoint pendant la nuit? En effet, environ 50 000 femmes ont été victimes de féminicide en 2023, dont 2300 en Europe. Cela correspond à 140 femmes tuées par un proche ou un ex-conjoint. Comment ne pas s'interroger sur ce qui va mal lorsqu'un gouvernement étranger interdit aux femmes de parler en public? Quand l'Irak va autoriser des fillettes de 9 ans à être mariées? Quand une femme est défigurée pour avoir osé dire non à un prétendant? Que de plus en plus de femmes sont forcées de recourir à des moyens plus que dangereux pour pouvoir avorter, quand elles pourraient être condamnées pour cet acte qui leur est pourtant vital. Le labeur des femmes est-il si insignifiant que l'on puisse se permettre de tels actes de barbarie à leur encontre? Pourtant, les femmes représentent 50% de la population mondiale. 50% qui ont bien souvent une double charge de travail, tout en étant moins payées que leurs comparses masculins. Encore beaucoup de femmes aujourd'hui, quand elles rentrent du boulot, doivent s'occuper de leurs enfants, de cuisiner pour toute la famille, de faire les tâches ménagères. Toutes ces tâches qui paraissent anodines sont pourtant ce qui font fonctionner la société, comme l'ont démontré les femmes islandaises en 1975. Pendant 24 heures, 90% des femmes du pays sont descendues dans les rues de la capitale et ont refusé de s'occuper de leurs enfants, de leur maison et de se présenter au travail. Ce jour-là, rien ne put fonctionner dans le pays, rien ne fut fait. Malheureusement, cette action ne remplit que la moitié des objectifs, car l'écart de salaire entre les hommes et les femmes, qui était de 40% à l'époque, ne changea pas. Encore aujourd'hui,
L'inégalité salariale entre hommes et femmes demeure importante dans les entreprises. L'écart était encore de 25% en 2018. Alors, cette guerre envers les femmes vient-elle du fait que les femmes seraient soi-disant moins intelligentes que les hommes ? Apparemment non, car les femmes sont plus diplômées que les hommes, d'après le CIEP. En 2021, 73% des femmes wallonnes et 68% des femmes bruxelloises étaient diplômées de l'enseignement supérieur, contre 66% des hommes wallons et 67% des hommes bruxellois. Or, la majorité des chefs d'entreprise et personnels de postes importants, vous l'aurez deviné, sont des hommes. En 2024, seulement 33,5% des directeurs d'entreprise dans le monde étaient des femmes. Alors bien sûr, il y a toujours le fameux argument qu'avec le féminisme maintenant, on a les mêmes droits que les hommes. Pourquoi se battre ? Et j'aimerais dire que ce n'est pas une réalité partout dans le monde. L'obtention de ces droits ne veut pas dire que nous sommes respectés ou traités comme égales des hommes. Certains aussi justifient cette différence de traitement par une appartenance culturelle, voire religieuse. Et bien que je sois pour la liberté de choix de chacun, je ne peux pas cautionner des pratiques visant à restreindre ou mutiler des femmes, des jeunes filles, voire des fillettes. Chacun devrait pouvoir choisir sa religion et ne pas être forcé dès son plus jeune âge à en endosser les pratiques, surtout pas si ces pratiques visent à modifier une partie de l'anatomie. L'UNICEF estime que 200 000 jeunes filles de moins de 15 ans sont victimes de mutilations génitales chaque année. C'est pour cela que tant qu'une partie du monde continuera de voir les femmes comme des êtres inférieurs, comme des objets, comme des incubateurs, tant qu'il y aura des personnes pour cautionner des victimes, tant qu'il y aura des personnes, hommes ou femmes, cautionnant de telles violences envers leurs semblables, nous ne pourrons pas atteindre une société égalitaire. Nous vivons au XXIe siècle. Cette guerre contre les femmes n'a plus lieu d'être. Avançons vers le futur, main dans la main, tous égaux. Merci. Merci beaucoup, Charlize. Je pense qu'on ne peut que se réjouir de voir autant de jeunes femmes s'insurger contre tous ces problèmes. On va continuer avec notre 5e candidat, c'est Louis Maquet. On l'applaudit. Alors, Louis nous vient de l'Institut Saint-Laurent de Marchand-Famenne. Sa professeure référente est Stéphanie Charneux. Et alors, Louis, je pense que si tu es ici et pas aux Olympiades de maths, c'est pas pour rien, parce que ton sujet est « Les maths, ça ne sert à rien ». Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme le dit le proverbe, mieux vaut une histoire bien faite qu'un prologue bien long. Donc, Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, mettons-nous en situation. Imaginez un prof de maths. Imaginez ce prof de maths tordu, un peu vieux, que vous avez sûrement déjà eu. Alors, devant ce prof de maths, ne vous êtes-vous jamais affirmé, et je suis sûr qu'à tous, ça vous est déjà arrivé, « Oh, mais les maths, ça ne sert à rien, vraiment. » Mais pour que vous en soyez certains, laissez-moi vous le démontrer. Premièrement, et le dire n'est pas futile, hors de l'école, les maths, c'est inutile. Prenons par exemple le fameux théorème de Pythagore, que j'espère certains d'entre vous connaissent encore. Posez-vous cette question. L'avez-vous déjà vraiment utilisé ? Oui, l'avez-vous déjà utilisé pour résoudre un problème journalier ? Tenez, par exemple, est-ce que vous avez déjà réussi à l'utiliser pour convaincre votre copine que vous ne l'avez pas trompée ? Alors, non, je ne crois pas que quelqu'un de normalement constitué, hors de l'école, les maths ne va employer. Mais parler d'éducation me permet d'en venir à un second argument. À l'école, les maths, c'est ennuyant. Un cours de maths, pour beaucoup, consiste à attendre ce saint Graal qu'est la sonnerie, et pas celle-là,
en faisant tant bien que mal les mêmes exercices dont les données sont juste un peu travesties. En bref, les maths, c'est inutile, assommant, et c'est surtout pas passionnant. Mais là, ce que je viens de faire, c'est vous exposer ce que beaucoup de gens pensent encore des maths. Mais moi, les maths, j'y tiens très fort. Et donc, après cette destruction massive de ma vie, j'aimerais vous montrer au final qu'en poussant un peu plus loin, les maths, c'est pas si mal. Tout à l'heure, j'affirmais que les maths, ça ne sert à rien au quotidien. Eh bien, c'est trivial que ce n'est pas vrai. En effet, regardez les chiffres sur votre compte, regardez votre téléphone, regardez le monde, regardez votre voiture, les camions, les avions. Tous sont des mathématiques appliquées qui n'auraient jamais pu exister sans des génies qui ont réussi à inventer des formules ahurissantes et des théories vraiment bouleversantes. Alors ne pourrions-nous pas dès lors dire que tout est mathématique et que les mathématiques sont tout ? Mais vous me répondriez, je l'espère amusé, que ce n'est qu'une invention des hommes pour les hommes. Mais pourtant, la prochaine fois, en vous promenant, regardez les feuilles des arbres et vous y trouverez des génies d'optimisation basés notamment sur la théorie fractale. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, le soir, la nuit, regardez ces objets qui brillent dans le ciel et vous saurez que leur course est en fait dictée par des géométries non euclidiennes. Regardez partout autour de vous et vous trouverez des maths en tout. Et pourtant, vous me répondrez encore, et cette fois-ci exaspéré, que c'est pas avec des maths scolaires qu'on arrive à de tels résultats. Ben là, vous gagnez un point. Mais je suis sûr, et des recherches l'assurent, que ces maths, aussi scolaires soient-elles, nous apportent autre chose, quelque chose de beaucoup plus profond. Elles nous apportent la réflexion, la logique, la démonstration, la recherche et surtout la rigueur, autant de qualités qui nous permettent d'affirmer que c'est sur le fond, non, sur la forme et non sur le fond que ces maths sont utiles au quotidien. Et n'est-ce pas ces capacités de pensée, de logique et d'abstraction qui nous définissent au fond ? Elles nous permettent en quelque sorte notre statut d'être vivant, pensant et donc d'être humain. Mais arrêtons de philosopher et venons-en au dernier argument, et c'est de loin mon préféré. Tantôt je disais que les maths et l'école, ça rime avec ennui, mais il existe aussi des moments plaisants dont les maths font partie intégrante et elles n'en sont que plus subjugantes si, comme moi, vous êtes un amateur fervent. Pour certains, c'est quand ils voient une énigme un peu à la con, je me le permets, sur un réseau social qui demande de chercher ce que font 3 oranges et 2 bananes. C'est con, mais c'est des maths. Et pour d'autres encore plus sombres, ce plaisir vient de la résolution de problèmes vraiment pointus, de théorie des nombres. Mais pour ça, il faut être vraiment sombre. Pour les plus forts, pour les plus fous, c'est dans la beauté des formules de la répartition normale, de transformation de Fourier ou même de l'hypothèse de Riemann qu'ils arrivent à rêver. Alors, mesdames, messieurs, j'aimerais qu'au moins une fois vous essayiez de vous y plonger dans ces maths et vous verrez à quel point elles peuvent vous envoûter et vous emporter telles les sirènes de l'Odyssée. Alors, en conclusion, mesdames, messieurs, j'espère vous avoir montré que les maths ne sont pas qu'une matière inutile et ennuyante. Elles ont de multiples facettes et sont tout, là, partout. Et elles sont, pour moi, autant de mondes imaginaires qui nous permettent de comprendre le nôtre, infiniment plus réel, plus complexe aussi, mais je l'espère bien, infiniment plus humain. Bravo Louis. Si les maths riment à l'école avec ennui, avec toi ça rime avec plaisir. D'ailleurs je vais en profiter pour citer un grand mathématicien belge qui s'appelle Jean-Claude Van Damme, qui a un jour dit 1 + 1 = 11, et ça c'est beau.
Je vous laisse réfléchir là-dessus aussi. Alors, notre prochaine candidate qui est déjà là, et c'est Cassandre Nuttall. On applaudit très fort. Cassandre nous vient de l'Institut Saint-Laurent de Marchand-Famenne. Sa professeure référente, c'est Gaétane Olivier. Et Cassandre, tu vas nous parler des effets bénéfiques de la musique classique sur la formation du cerveau de l'enfant. Lorsque je pratiquais du violon dans la pièce où se trouvait ma mère enceinte, elle me faisait souvent la réflexion que ma sœur réagissait vigoureusement aux vibrations de l'instrument. Elle reconnaissait un morceau en particulier qui, même maintenant, la calme comme in utero. Cela me prouve que même pas encore nés, les enfants peuvent réagir aux vibrations d'un instrument. Mesdames et messieurs, si je me tiens devant vous ce soir, c'est pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Quels sont les bienfaits de la musique classique sur le développement du cerveau des enfants ? Étant devenue marraine depuis peu, je me suis demandé quels seraient les moyens de développer les connexions neurologiques et l'imagination de ma filleule qui est aussi ma sœur. Lors de ma formation musicale, j'ai souvent entendu dire que la musique était bénéfique pour le cerveau des enfants. Dès lors, je me suis posé la question de quels sont ces bénéfices. J'aimerais que vous replongiez un instant dans votre enfance. Rappelez-vous les musiques et les mélodies qui l'ont bercée. Il y a fort à parier que cela fasse partie du répertoire classique. Les premières comptines que vos mamans ainsi que la mienne vous chantaient en font partie. Souvenez-vous d'une souris verte et à la claire fontaine. Et si je vous disais que les musiques que nous écoutons, toutes générations confondues, s'inspirent et se sont toujours inspirées de la musique classique, me croiriez-vous ? La musique classique fait et fera toujours partie de la culture, qu'importe la génération et le milieu social. Même à l'heure actuelle, les plus grands hits s'inspirent encore de la musique classique. Nous pouvons citer le scandale qui a eu lieu en 2022 à propos du groupe Blackpink, qui a plagié Nicola Paganini pour la Campanella en faisant leur titre Shut Down. Les Beatles, qui se sont inspirés de Clair de Lune de Beethoven pour créer leur titre Because, Eric Carmen, qui s'est inspiré du concerto pour piano numéro 2 de Sergei Rachmaninov pour sortir son titre All by Myself, et tant d'autres que je ne pourrais tous vous les citer. La plupart des compositeurs classiques sont considérés comme de véritables génies, non seulement car les musiques qu'ils inventaient sont considérées comme de véritables chefs-d'œuvre, mais aussi car leur capacité intellectuelle dépassait largement la moyenne. Nous pouvons notamment citer Mozart, qui avait un QI entre 150 et 160, et Beethoven ayant un QI plus ou moins égal à 140. Étonnamment, certains génies comme Max Planck ou Albert Einstein pratiquaient eux-mêmes de la musique. Planck, lui, jouait du piano, Einstein, lui, du violon, et selon le mythe, ils auraient même joué un morceau ensemble. Mais alors, on peut se poser la question de « est-ce que la pratique d'un instrument de musique leur aurait permis de développer leur génie ?» Remontons un petit peu dans le temps. Depuis plusieurs siècles, la musique est considérée comme une véritable science à elle seule, tout comme l'astronomie et la géométrie. Nous pouvons citer Pythagore, Galilée ou encore Descartes, qui s'y sont longuement intéressés car elle fait partie des mathématiques. Plusieurs études ont démontré que la musique classique permet d'absorber et d'interpréter plus aisément de nouvelles informations pendant et après l'écoute de musique classique. Elle réduit le stress et génère de la dopamine, ce qui améliore les capacités cérébrales. Je peux notamment vous citer l'effet Mozart. Écouter 20 minutes du concerto numéro 2 pour violon améliorer les compétences synaptiques. Selon une étude du National Library of Medicine, la musique classique contribue à diminuer la pression artérielle. Le test de Friedman, quant à lui, prouve que la musique permet de diminuer les symptômes dépressifs pendant une écoute journalière de 50 minutes. L'écoute de ce type de musique ouvre également le cerveau à l'élaboration de nouvelles idées, le développement de l'imagination chez les tout-petits. Cela ouvre de nouvelles voies pour traiter et stocker les idées. Il est donc clairement sous-entendu que la musique classique aiderait à améliorer les capacités cérébrales. Selon une étude de l'Université occidentale de Sydney et du Centre de recherche en neurosciences de Lyon, ils ont réussi à mettre en évidence le fait que l'écoute de la musique classique régulière permet une meilleure aptitude vis-à-vis de la répétition d'un langage nouvellement acquis chez les tout-petits. Cette découverte constitue une avancée significative dans la compréhension du développement du langage chez les enfants. Selon ma propre expérience, lors de mes sessions d'études ou d'exercices à accomplir, j'ai remarqué que retenir mes leçons et mes futurs tests était beaucoup plus facile en écoutant les 4 saisons de Vivaldi. Au vu de mon argumentation et des preuves données plus haut,
Pensez-vous que nous pouvons affirmer qu'il n'y a que de bonnes choses de faire écouter de la musique classique à nos enfants? Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Cassandre pour ces informations qu'on va essayer certainement tous de mettre en pratique. Alors, notre dernière candidate pour la première partie de cette soirée est Soraya Bouchti. Soraya, tu nous viens de l'Athénée Royal Marche Barvaux-Beaumal. Ton professeur référent, c'est Olivier Beaujean. Et tu vas nous parler du développement de l'intelligence émotionnelle, si c'est la clé de l'épanouissement personnel et collectif. Merci beaucoup. Chut. Bonsoir, mesdames et messieurs les membres du jury, cher public, rassurez-vous, mon sujet n'est pas une caricature d'une pratique à la mode, mais bien une réalité à laquelle nous sommes tous confrontés. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir avec moi sur l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est-elle la clé de l'épanouissement personnel et collectif? Pour ma part, je crois que c'est indéniablement oui. Car cette forme d'intelligence touche à l'essence même de ce que nous sommes. Des êtres de raison, certes, mais surtout des êtres d'émotion. L'intelligence émotionnelle, c'est savoir reconnaître ce que l'on ressent sans chercher à l'étouffer. C'est aussi déchiffrer et comprendre ce que les autres vivent, sans les juger, mais en leur offrant une écoute authentique. Et enfin, c'est exploiter cette richesse émotionnelle pour tisser des relations profondes et sincères. Actuellement, nous vivons dans un monde où l'intelligence rationnelle semble primer. On glorifie ce fameux quotient intellectuel qui évalue notre aptitude à résoudre des problèmes complexes. Il est vrai qu'il ouvre des portes, mais c'est l'intelligence émotionnelle qui nous permet de les franchir. Sans cette maîtrise, nous demeurons à l'extérieur, prisonniers de nos émotions non comprises. Vous pouvez être un expert en mathématiques, un virtuose en sciences, mais si vous ne savez pas gérer vos émotions, la peur, la colère ou même la joie, il vous sera difficile de bâtir des ponts solides avec les autres. Vous savez, le paradoxe de notre époque est fascinant. Jamais nous n'avons été aussi connectés technologiquement, mais pourtant, jamais les relations humaines n'ont été aussi fragmentées. Nous semblons être de plus en plus déconnectés les uns des autres, indifférents à nos propres émotions, de ce qui donne véritablement sens à nos vies. Le philosophe chinois Lao Tzu a dit « Celui qui maîtrise les autres est puissant. Celui qui se maîtrise lui-même est invincible. » Aujourd'hui, plus que jamais, cette maîtrise de soi est essentielle. C'est une compétence que nous avons souvent négligée, pourtant, elle est cruciale pour avancer sereinement dans la vie. Permettez-moi de vous partager une expérience personnelle. Il y a 1 an, j'ai échoué à un examen de mathématiques déterminant. L'humiliation que j'ai ressentie dès lors m'a envahi de colère et de tristesse. À ce moment-là, ma petite voix intérieure me disait « Tu es incapable, abandonne ». Mais ensuite, j'ai réfléchi et me suis posé la question « Pourquoi cet échec me touche-t-il autant ?» En réalité, je n'étais pas en colère contre l'examen, mais contre moi-même. En comprenant cela, j'ai pu transformer ma frustration maladive en une excellente motivation. Voilà ce que l'intelligence émotionnelle nous permet de faire, transformer un obstacle en une opportunité. Ce processus ne se limite pas qu'à nos expériences personnelles. Prenez l'exemple d'une équipe au sein d'une entreprise. Les tensions sont palpables, les malentendus s'accumulent et chaque réunion semble être une bataille. Pourquoi ? Parce que les émotions de chacun, la frustration, l'anxiété, la pression, sont ignorées, voire minimisées. Résultat, l'équipe se fragmente, les projets stagnent et personne ne sort véritablement gagnant. Mais imaginez que cette équipe apprenne à reconnaître ses émotions, qu'elle soit formée à l'écoute active, à la communication empathique. Ce qui semblait être une défaite assurée se transforme en une nouvelle occasion de coopération, de création et de succès collectif. L'intelligence émotionnelle, c'est ça, créer des liens là où il n'y avait que des murs. Ce n'est pas simplement un outil à utiliser dans un cadre personnel ou professionnel, c'est une philosophie de vie. Nous avons appris à maîtriser des machines, à créer des technologies
de plus en plus sophistiqués. Mais avons-nous vraiment appris à maîtriser nos propres émotions? Sommes-nous capables de comprendre cette peur qui nous paralyse face à une décision importante, cette colère qui nous ronge lorsque quelqu'un nous a déçus, cette frustration qui nous pousse à abandonner? Dans la philosophie africaine du Ubuntu, on enseigne que je suis parce que nous sommes. L'idée est simple mais puissante. L'individu existe en relation avec les autres. L'humanité ne se comprend pleinement qu'à travers la communauté. Ubuntu nous rappelle que nos émotions ne sont pas seulement personnelles, elles ont un réel impact sur les autres. Et en reconnaissant les émotions des autres, nous pouvons créer des liens d'empathie et de solidarité. En ce sens, l'intelligence émotionnelle rejoint l'esprit de cette philosophie africaine, une harmonie collective fondée sur le respect mutuel et la coopération. Pour conclure, je suis fermement convaincue que le manque d'intelligence émotionnelle résonne comme un bol tibétain désaccordé, troublant l'harmonie intérieure de notre société et nous précipitant dans le tumulte de nos émotions confuses. Alors, ma question est simple. Êtes-vous prêts à tourner cette clé avec moi? Merci de votre attention. Bravo, Soraya. Tu disais que les relations humaines n'ont jamais été autant fragmentées, mais je pense que c'est grâce à des personnes comme toi et à tous les candidates et candidats qui sont aujourd'hui à des événements comme celui-ci qu'on va pouvoir essayer d'inverser un petit peu les choses. Alors là, on est arrivé à la moitié, donc je vous propose de faire une petite pause. On peut aller boire un petit verre, manger un petit morceau, puis on se retrouve d'ici 25 minutes. Chers amis, je vous invite à regagner vos places et nous allons bientôt reprendre la deuxième partie de la soirée. Merci. Allez, juste avant de repartir, on va juste reprendre un petit peu, refaire un petit sondage de l'ambiance dans la salle pour être sûr que vous allez être là pour ceux qui vont être là dans la deuxième partie. Donc, petit test pour voir si les mains sont encore chaudes. Est-ce que vous êtes prêts? C'est bon? Voilà. Parfait, merci beaucoup pour les encouragements que vous allez leur donner encore dans cette deuxième partie. Notre prochaine candidate qui ouvre cette deuxième partie, c'est Séraphine Leduc, qu'on applaudit très fort. Séraphine nous vient de l'Athénée Royal Marche Barvaux-Baumal. Son professeur référent est Olivier Beaujean. Et Séraphine, le sujet dont tu vas parler, c'est cacher ce smartphone que je ne saurais voir. Allô? Oui? Ah oui, c'est une super idée. Mais je peux pas ce soir. Bah oui, je suis au tournoi d'éloquence. Bah oui, je suis au tournoi d'éloquence. Je peux pas ce soir. Mais c'était une bonne idée. Ah, non, je stresse. Mais t'inquiète pas, ça va aller. Allez, bisous, hein. Je t'envoie l'info par SMS. Bisous. Cachons ce portable que je ne saurais voir. Par de pareils objets, nos âmes sont tentées, et cela fait venir de coupables pensées. Faut-il interdire ou autoriser le téléphone à l'école? That's the question. Dans la situation actuelle, dans les écoles, le téléphone est dit interdit. Et pourtant, si le professeur l'autorise, vous pouvez l'utiliser pour des travaux ou pour quelconque autre raison. Donc, le téléphone n'est pas interdit, il est balisé. Et pourtant, il est quand même dit interdit. Donc, si on vous voit dans les couloirs ou dans la cour avec, vous recevez une punition. Mais
C'est une contradiction qui manque de logique. Les personnes qui sont pour l'interdiction du téléphone ont tendance à penser que le smartphone peut causer énormément de problèmes en tout genre, dont des problèmes de distraction. Les personnes qui sont contre l'interdiction du téléphone, qui sont pour la plupart des jeunes, pensent que le téléphone favorise des interactions et peut être pratique pour les travaux en classe. Personnellement, je ne sais pas trop. Je suis plutôt mitigée. Je pense qu'il faudrait interdire le téléphone en maternelle, évidemment, en primaire, ce qui semble de moins en moins logique, et en début secondaire. Et par la suite, je dirais à partir de la 3e, ou peut-être de la 4e, je pense qu'il faudrait le baliser. Par baliser, j'entends par exemple de pouvoir l'utiliser dans la cour, mais pas dans les couloirs. De ne pas pouvoir l'utiliser en classe, sauf si le professeur l'autorise. Et d'appuyer sur le fait de l'éteindre en classe, qui peut causer plus de problèmes que ce qu'on ne peut croire. Tout d'abord, tous les jeunes ont un smartphone. Enfin, presque. Et malheureusement, la plupart y sont addicts. Et cela cause énormément de problèmes, en tout genre. Des problèmes physiques, des problèmes mentaux et même des problèmes politiques. Voyez par exemple ce qui se passe en ce moment même avec TikTok aux États-Unis ou avec X dans le monde entier. Parlons aussi des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont devenus la principale source d'information de presque tous les jeunes et de plus en plus d'adultes. Ne trouvez-vous donc pas qu'il faudrait nous apprendre à utiliser cet objet du quotidien ? Après tout, l'école est un lieu d'éducation, n'est-ce pas ? Alors bien sûr, leur smartphone cause énormément de problèmes de cyberharcèlement. Le cyberharcèlement est terrible, car les élèves se font harceler non seulement à l'école, mais en plus, quand ils rentrent chez eux, ils peuvent recevoir des messages de harcèlement par message, par les réseaux sociaux et même parfois par appel. Selon l'OMS, 1 enfant sur 6 subit ou a subi du cyberharcèlement. Baliser le smartphone ne l'empêchera peut-être pas, mais elle pourra sûrement en limiter les dégâts et l'ampleur. Finalement, parlons de la déconcentration causée par les smartphones. En classe, il peut distraire les élèves, mais aussi le professeur lui-même. Par exemple, mon frère, qui est en 2e secondaire et qui est déjà sujet à la déconcentration, est très vite distrait par les sonneries et les vibreurs. Cela l'ennuie lui, mais aussi toute sa classe. Je pense donc qu'il faudrait baliser le smartphone en maternelle, en primaire et en début secondaire, et le baliser par la suite. Oups, j'ai une sonnerie. Pas celle-là, mais celle de mon smartphone. Évidemment, mon smartphone était éteint, je vous rassure. Elle me rappelle que les 6 minutes imposées sont bientôt écoulées et que je dois m'en aller. Merci beaucoup à tous de m'avoir écouté et merci à Monsieur Beaujean de m'avoir aidé. Bonne soirée. Merci beaucoup Séraphine. Ça va me permettre de vous rappeler à tous que le téléphone est balisé aussi ce soir. On a demandé de couper les sonneries. Si jamais ça sonne, je viendrai personnellement vous le prendre. Vous le récupérez à la fin de la soirée chez le directeur. Alors, on continue avec notre prochaine candidate qui s'appelle Lilou de Varcy, qu'on applaudit très fort. Alors Lilou a un fan club. Lilou, tu nous viens du collège d'Alzon de Bure. Ta professeure référente, c'est Noémie d'Outreloup. Et tu vas nous parler de l'anxiété au quotidien. 6 heures. Le réveil sonne, comme tous les matins. Sauf que cette fois, une chose change. Une personne est présente.
Un bonjour plus tard, et la voilà collée à moi. Si j'avais su, je ne lui aurais même pas adressé la parole. 6h50, il faut que je me dépêche, je vais être en retard. J'ai beau le dire à ma nouvelle amie, mais elle ne semble pas mesurer l'importance de la situation et se met dans mes pattes. Quelques instants plus tard, je suis dans le bus en me listant les choses que je devais faire et prendre pour savoir si j'ai tout ce qu'il me fallait et fait tout ce qu'il m'était demandé. Manque de peau, j'ai été trop distraite par cet invité insoupçonné et j'ai oublié mon dîner. Pas grave, cette agitation m'a enlevé l'envie de manger. Arrivée à l'école, j'espère que cette amie un peu collante s'en aille. Mais non, elle reste encore plus proche de moi qu'à la maison. Et en 4e heure, je craque. Tout mon corps tremble. Pour quelle raison, je l'ignore, mais il ne s'arrête pas. Mon cœur me fait mal à en mourir, comme si je recevais un coup. Mon esprit se surcharge de pensées telles du blabla. Mon estomac se serre et me torture, au point d'en avoir un haut le cœur immédiat. Comment stopper ça? Comment bannir cette douleur pourtant si récurrente? Comment cacher ce mal plus qu'invisible? Je n'en sais rien. Heureusement, la sonnerie retentit. Je range rapidement mes affaires pour partir et en sortant de la classe, je croise furtivement le regard de la prof. Avant qu'elle ne puisse lire dans mes yeux mon état, je baisse la tête et pars aussi vite que je le peux. Ouf, j'ai évité la catastrophe. Je marche d'un pas déterminé afin de me cacher dans les toilettes, le temps de me calmer et de reprendre mes esprits. Quelques minutes sont passées et me revoilà enfin dans un état plus ou moins normal, mais je me rends compte que cette présence m'a suivi. Cela devient du harcèlement, mais rien ne peut l'empêcher de me suivre. Après tout, je suis la seule à la voir. Cependant, je ne suis pas la seule qui en parle, vous savez. Nous sommes beaucoup dans ce cas de figure. En effet, les personnes atteintes de ce fardeau peuvent côtoyer les mêmes maux. Ils se manifestent de différentes manières en fonction des personnes, mais le résultat est le même. C'est un mal physique. Certains diront qu'il faut nous aider, mais la question est comment? Parfois, même nous ne savons pas répondre tellement le mal peut être violent. Après tout, ça ne dure pas toute une journée, donc on passe au-dessus et on continue notre vie. Pourtant, nous aimerions ne pas en avoir, vous savez. Moi, j'aimerais pouvoir vivre ma vie sans prendre toutes les éventualités possibles et inimaginables. J'aimerais pouvoir ne pas me faire des scénarios catastrophes à chaque seconde de mon quotidien. J'aimerais pouvoir profiter de chaque moment vécu avec mes amis et ma famille. Mais ce que j'aimerais par-dessus tout, c'est que le monde entier ouvre les yeux sur ce phénomène qui touche énormément d'individus sur cette planète et qui pourrit la vie de ces gens-là. Ce n'est pas une question de volonté, vous savez. C'est un peu comme si vous demandiez à un dyslexique de lire et écrire sans faute. Ça n'a pas de sens. Cependant, contrôler ce phénomène a une difficulté relative, puisqu'il ne peut pas forcément être prédit à l'avance et qu'il est parfois trop important pour que nous puissions y faire quoi que ce soit. Nous n'avons qu'à attendre que ça passe, et voilà. Ce fardeau peut impacter les gens autour de nous, étant donné la difficulté de celui-ci. À partir du moment où vous ne le contrôlez plus, vous blesserez tôt ou tard quelqu'un, et cela peut avoir des répercussions plus grandes que vous ne l'imaginez. Nous devons également constamment réfléchir à ce que nous allons dire et penser, par peur que les autres ne nous comprennent pas ou nous jugent. Nous essayons d'être la personne que nous pensons que les autres veulent que nous soyons. Nous passons notre temps à essayer de ne pas attirer l'attention. Nous prévoyons tout à l'avance, car l'imprévu est notre ennemi. Nous évitons la foule pour éviter de nous retrouver bloqués dans une situation dont on ne sait pas comment s'échapper. Pourtant, je me trouve devant vous, accompagnée de cette présence. Pourtant, cela fait déjà quelques minutes que je suis sur cette scène qui, bien que peu imposante à vos yeux, trotte dans ma tête depuis des semaines. Si vous ne l'aviez pas compris, cette présence dont je vous parle depuis le début est l'anxiété. Vous la connaissez peut-être, de près ou de loin, et vous ne savez probablement pas quoi faire face à ces gens dotés d'une résistance nulle au stress. Sans aucun doute, je peux vous affirmer qu'au moins un membre de votre famille fait partie des anxieux. Néanmoins, si je pouvais vous donner un conseil, ce serait celui-ci. Ne prenez pas quelqu'un d'angoissé pour un fou. Il combat des démons dont vous ne pouvez imaginer la taille et l'importance à ses yeux. Essayez simplement d'être présent pour cette personne et montrez-lui votre soutien. Elle vous en sera intimement reconnaissante. Ne leur dites pas que ce n'est pas grand-chose ou que c'est stupide de stresser pour ça, parce que chacun a sa propre vision sur un seul et même événement, dont vous ne le verrez pas de la même manière qu'un autre. En revanche, n'oubliez pas ce détail que ce défunt Michel Blanc nous a dit. L'angoisse, ça aide à faire rire. Bravo Lilou,
si ton anxiété était présente, je peux te dire que nous, on ne l'a pas ressentie du tout, en tout cas. Alors, la prochaine candidate, c'est Clémence Yass. Clémence qui nous vient également du collège d'Alzon de Bure. Ta professeure référente, c'est Hélène Rion. Et Clémence, tu vas nous poser la question, la solitude, ennemi ou allié? Mesdames et messieurs, chers jurys, aujourd'hui, je prends la parole pour aborder un sujet à la fois complexe et fascinant. C'est une question qui m'a perturbée, qui m'a secouée. La solitude est-elle une ennemie ou une alliée? Certains parmi nous sont entourés, aimés, portés. Nous avons la chance d'avoir des proches, des amis, des compagnons fidèles, qu'il s'agisse de nos parents, de nos enfants, ou peut-être même d'un chien ou d'un chat, toujours prêts à offrir de l'amour en retour. Ces liens tissés avec les autres sont précieux, et c'est en effet l'opposé de la solitude, je vous l'accorde. Mais parfois, malgré cette chaleur humaine, un vide persiste. Une sensation de solitude imprégnée d'un malaise inexplicable. Ce vide peut surgir sans crier gare, même au cœur de la plus belle des réunions, même lorsque nous sommes entourés de ceux que nous aimons. Pourquoi ce vide alors que tout semble être en place autour de nous? Pourquoi ce sentiment de déconnexion, de distance même avec les autres? Je ne connais pas chacun d'entre vous, mais je suis persuadée qu'au moins une fois dans votre vie, vous avez ressenti ce malaise, ce vide intérieur. Même dans une pièce remplie de monde, cette solitude peut s'inviter. Elle nous saisit sans crier gare, et nous nous répétons que ce n'est qu'une illusion, que tout ira mieux, que ce n'est qu'une passade. Mais d'où vient cette pensée qui nous pousse à croire que la solitude est une faiblesse? Pourquoi avons-nous cette pression constante à être entourés, à ne jamais rester seuls, à fuir ce silence qui parfois nous écrase? Pourquoi ressentons-nous ce besoin incessant d'être visibles, d'être en interaction, de paraître sans cesse heureux, comblés, entourés? Laissez-moi vous donner ma vision de la solitude. Dès notre plus jeune âge, nous cherchons des amis, des compagnons de jeu, des complices pour ne pas nous sentir abandonnés, rejetés. Nous avons peur de ce vide, de cette absence qui pourtant fait partie intégrante de notre nature humaine. La solitude, loin d'être un vide à fuir, est un miroir où nos pensées se bousculent, où nos émotions se révèlent. Elle nous confronte à ce que nous sommes réellement, et cela peut être déstabilisant. Nous avons conscience de ce que nous ressentons, de nos peurs, de nos doutes, de nos désirs, et c'est cela même qui nous effraie. Et si c'était justement ce face-à-face avec nous-mêmes qui nous rendait vivants? Ce qui est fascinant, c'est que cette solitude, cette expérience intérieure, est unique à chacun de nous. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est simplement ce que nous en faisons. Elle est à la fois la source de nos peurs et de nos forces. Et si, plutôt que de la fuir, nous choisissions de l'embrasser, de l'accepter pleinement? Peut-être découvririons-nous alors que, dans ce silence, nous trouvons des réponses profondes, des passions qui nous animent, des rêves qui nous éclairent, des aspirations jusqu'à là enfouies sous les bruits du quotidien. Être seul, c'est se reconnecter à soi-même, prendre le temps d'écouter son cœur, son âme, apaiser cette agitation extérieure qui nous envahit. La solitude nous invite à nous connaître, à nous aimer, à être en paix avec ce que nous sommes dans toute notre complexité. Bien sûr, elle peut être rude, pesante, car elle nous confronte à notre propre intériorité, parfois troublante, mais si nous savons l'apprivoiser, elle peut aussi nous rendre plus forts, plus sereins, plus équilibrés. La solitude n'est ni un fardeau, ni une malédiction. Ce n'est pas une forme de punition, mais bien une chance, une opportunité, une invitation à découvrir qui nous sommes vraiment, sans artifice, sans masque, à condition de changer notre regard et de l'avoir non comme une ennemie, mais comme une amie qui nous aide à grandir, à nous accomplir. C'est dans la solitude que nous apprenons à nous écouter, à nous comprendre, à nous transformer. Alors, laissons nos cœurs s'ouvrir à cette solitude épanouissante, ce refuge intérieur qui nous permet de nous retrouver et d'embrasser pleinement notre propre personne. Pour conclure, j'aimerais vous laisser sur la citation de l'actrice Hélène Burstyn, qui résume très bien mes propos. Quelle magnifique surprise de découvrir qu'on peut être seul sans souffrir de solitude. Je vous remercie. Merci beaucoup Clémence. Tu
Tu as peut-être été seul à parler pendant quelques minutes, mais on était des dizaines à t'écouter. Notre prochain candidat, qui est déjà prêt à monter, c'est Nathanaël Donhont. Nathanaël nous vient également du collège d'Alzon de Bure, sa professeure référente est Hélène Rion. Et Nathanaël, tu vas nous poser la question, pourquoi la flemme des jeunes tuera-t-elle notre société ? Merci. Cher public, cher jury, depuis la révolution industrielle, la courbe exponentielle de nos progrès n'a cessé de croître, transformant nos modes de vie à une échelle sans précédent. Un monde dont l'avenir, incertain et troublant, nous tourmente, dont les changements et les promesses tour à tour mentent. Face à cette réalité, un constat s'impose. Beaucoup trop préfèrent détourner le regard. Ces problèmes, pourtant, ne disparaîtront pas. Face à cette réalité, ils s'inscriront dans notre quotidien jusqu'à en devenir les tourments inéluctables de ma génération. Conscient de cette décadence sociétale, je crains que mes semblables ne réalisent pas ce qui les attend. Pire encore, beaucoup négligent leur rôle dans ce monde. Et vous, dans cette salle, peut-être vous dites-vous que cela ne vous concerne pas. Je ne serai plus là pour en voir les conséquences. Cependant, cet avenir, bien qu'il semble loin pour certains, est déjà là. Et il nous appartient, ensemble, de ne pas l'abandonner. Alors ce soir, il me tenait à cœur de traiter de ce sujet, anxiogène certes, néanmoins important. Ce sujet qui me passionne autant qu'il m'effraie. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, je suis convaincu que c'est la flemme des jeunes qui tuera notre société. Un grand nombre de facteurs expliquent cette apathie. Ma présence devant vous étant, à mon grand regret, limitée, je ne me concentrerai que sur les éléments les plus marquants et évidents. Pour débuter, quel meilleur exemple que les réseaux sociaux ? Ces mirages numériques qui, comme vous le savez, jouent un rôle central dans l'état d'esprit des jeunes. Ces plateformes, véritables distorsions de la réalité, façonnent leur perception du monde et d'eux-mêmes. Parfois pour le meilleur, mais malheureusement souvent pour le pire. Comment ne pas s'insurger quand on voit les idioties publiées ? Comment ne pas s'insurger quand on voit le temps passer sur ces écrans ? Des écrans qui, ironiquement, obscurcissent les horizons. Vous rendez-vous compte qu'en Belgique, le temps d'écran moyen d'un adolescent est de 5 heures par jour. 5 heures. À ce stade, ce n'est plus du scrolling, c'est un véritable marathon numérique. Et après une journée d'école, que reste-t-il ? Quelques miettes de temps pour l'étude, le travail ou toute forme d'instruction réellement pertinente. Les réseaux sociaux, cher public, cher jury, semblent nous éclairer aisément, et pourtant d'eux n'émanent que de ténébreuses lumières. Alors j'aimerais poser cette question. Comment prendre en main notre monde, alors qu'un monde anarchique et illusoire est littéralement collé à notre main en permanence ? Comment prendre en main notre monde, alors que nos téléphones nous glissent des illusions à chaque glissement d'écran ? Ces téléphones, qui devraient être des outils, sont devenus des toiles d'araignée, où chaque jeune se fait piéger sans jamais pouvoir s'en échapper. Je cherche toujours une réponse. Qui sait, elle se cache peut-être dans une vidéo Instagram. Ensuite, je remarque une indifférence croissante face aux situations que les jeunes rencontrent, le travail, l'école, les décisions importantes de leur vie. Et ce désengagement, cette amphigorie, ce mirage sont préoccupants. Moi-même, je dois l'avouer, ai du mal à lutter contre ce détachement. Mais c'est une réalité. Notre monde actuel nous offre tant de distractions, tant d'illusions, alors même que nous traversons un moment clé de l'histoire de notre humanité. À une époque où nous devrions prendre soin de notre planète, de nos relations, de nos enfants, nous nous laissons absorber, détourner de cette mission pourtant si belle, œuvrer pour un monde meilleur. Nous rêvons d'un idéal, nous nous plaignons de la jeunesse, de la direction que prend notre société, mais Gandhi l'a si bien dit, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Alors oui, ce soir, je vous interpelle, vous, parents, que voulez-vous pour vos enfants ? Des enfants perdus, des éphémères, des imperméables épreuves, des amertumés par la vie, des superficiels ou alors des pionniers persévérants. Laissez-moi m'ouvrir à vous. À travers ces 5 dernières années qui ont façonné mon âme, mon père, seul, a porté sur ses épaules le poids de mon éducation, dans la solitude d'une paternité unique, sculptant chaque jour sans faillir les contours de mon avenir. Jamais il ne m'a imposé une voie, jamais il ne m'a dicté mes pas. Il a été un phare,
une étoile veillant dans l'ombre, un guide silencieux dont la force résidait dans l'amour et non dans l'autorité. Il m'a donné la liberté, et dans cette liberté, il m'a offert la plus belle des richesses, la confiance en moi. Vous aussi, vous avez ce pouvoir, ce don inestimable d'ouvrir des ailes sans les briser, d'accompagner sans enchaîner, d'aimer sans posséder. Soyez ce vent léger qui pousse un enfant vers son propre horizon. Soyez ce souffle invisible qui lui murmure qu'il est capable, qu'il est fort, qu'il est libre. Soyez le refuge qui n'emprisonne pas, mais qui rassure et éclaire. Soyez la main tendue, non pour diriger, mais pour soutenir. Soyez cette lumière discrète qui éclaire sans aveugler. Soyez ce cœur immense où l'enfant ose être lui-même, où il apprend à se connaître, à s'aimer, à choisir l'humain qu'il veut devenir. Car l'homme est bon, profondément bon. Et il n'a nul besoin d'être forcé pour révéler sa vraie grandeur. Il suffit juste d'aimer, il suffit juste de croire en lui. Aimez vos semblables de sang, non comme des devoirs, mais comme des promesses. Soyez des amis, des guides, des confidents, soyez des parents, non par l'autorité, mais par la tendresse. Car au bout du chemin, ce n'est ni la force, ni l'exigence qui resteront gravées dans un cœur d'enfant, mais l'écho d'un amour donné sans condition, un amour qui murmure encore et toujours « Tu es libre et je crois en toi ». Bravo Nathanaël, merci pour ce très beau message et pour ton engagement. Alors, notre prochaine candidate, c'est Éléonore Boré. On applaudit très fort. Éléonore nous vient de l'Institut Saint-Laurent en Marche-en-Famenne. Sa professeure référente est Stéphanie Charneux. C'est Gaëtan Olivier. Pardon ? Gaëtan Olivier. Ah, c'est Gaëtan Olivier, d'accord. D'accord. Voilà, c'est Gaëtan Olivier. Et Éléonore, tu vas nous parler de l'émerveillement. Bonjour. D'accord. J'ai compris, c'est un flop. J'ai pas vu d'étoile dans vos yeux. Et on peut dire qu'on est très loin de la définition que nous donne le dictionnaire de l'émerveillement. En effet, le dictionnaire nous donne comme définition de l'émerveillement que c'est le fait d'éprouver un sentiment d'admiration envers quelque chose ou quelqu'un. Et bien pour moi, l'émerveillement, c'est quelque chose qui s'offre avec douceur, simplicité, tendresse, et ça provoque chez moi un certain bonheur qui apparaît la première fois quand je suis émerveillée. Je vais vous raconter une petite anecdote. C'était l'anniversaire d'une amie et elle nous a envoyé sa liste de cadeaux. Alors dans sa liste de cadeaux, il y avait la veste dernier cri, les chaussures dernier cri, un boucleur. Mais nous, avec nos amis, on n'avait pas envie de lui offrir ces choses-là. On avait envie de lui offrir quelque chose de plus profond, de plus amical. Alors on s'est dit, on va lui faire un album photo. C'était dur, c'était compliqué, ça a pris du temps. Mais on l'a fait et on était contentes. Alors, le jour J, on lui a offert l'album photo. Et là, c'est comme avec le lapin, c'était un flop. Vous auriez dit qu'elle attendait autre chose. Alors la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que notre amie ne serait pas déjà victime du matérialisme qui règne dans notre société ? Parce que oui, nous vivons dans une société qui nous pousse à la consommation. Je suis bien placée pour le savoir en tant qu'adolescente, mais si nous ne portons pas la dernière paire de chaussures, la veste dernier cri, nous sommes exclus, mal vus, voire rejetés par les autres. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson Foule sentimentale d'Alain Souchon, mais il y a une parole qui vient de résumer tout ce que je viens de dire. Aïe, on nous fait croire que le bonheur c'est de l'avoir plein nos armoires.
Cette parole, plutôt cette phrase, signifie simplement qu'on nous fait croire que le bonheur c'est d'acheter, mais au final, tout ce qu'on achète se retrouve dans nos armoires et reste dans ces armoires. Alors, la question que je me suis demandée, c'est où sont passés les plaisirs simples, comme par exemple une rencontre amicale, une action bénévole, ou même passer du temps avec des gens qu'on aime. Quand j'analyse tout ça, je me rends compte qu'on est très loin de l'émerveillement. Et pour moi, l'émerveillement, ça passe par nos 5 sens. Premièrement, l'ouïe. La première fois que j'ai été chez mon papy, il avait fait du feu. Et alors, les craquements de feu, ça a fait waouh! Parce que je me suis dit, mais comment c'est possible que le feu fasse un bruit si waouh? Ensuite, il y a la vue. La première fois que j'ai été à la mer, je me suis dit, comment une beauté peut être en face de moi? C'est juste magique. Ensuite, il y a l'odorat. La première fois que j'ai senti un sapin, je me suis dit, mais comment un arbre peut sentir aussi bon? Par la suite, on a le goût. Le goût, la première fois que j'ai mangé le brownie de ma maman, j'ai juste fait miam. C'était excellent. Et pour terminer, il y a le toucher. La première fois que je me suis faite masser, j'ai eu des frissons partout dans mon corps. C'était juste magique et ça m'a fait waouh. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au début de mes petites histoires, j'ai mis l'anaphore une première fois. Eh bien, pour moi, l'émerveillement passe par cette première fois. Et dans notre société, ces premières fois, on les banalise. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société qui vit à du 1000 à l'heure et qui veut faire 100 choses en 24 heures. On a tellement un planning à respecter que, oui, on banalise ces premières fois qui vont nous émerveiller, comme par exemple le chant du merle à 5 heures du matin, ou alors tout simplement un coucher de soleil. On les banalise parce que oui, on a un planning à respecter. Et moi, c'est ce qui m'amène à dire que on est quand même un petit peu égoïste. J'aimerais conclure cet exposé, ou plutôt, cet exposé, par une citation d'Albert Einstein, qui, pour moi, résumait très bien tout ce que je viens de vous dire et notre société actuelle. La plus belle expérience qui s'offre à nous, c'est le mystère. De cette émotion fondamentale naissent l'art et la science. Celui qui l'ignore, qui n'est plus capable de s'émerveiller, traverse l'existence tel un mort-vivant, le regard voilé. Ça ne vous fait pas peur d'être comparé à un mort-vivant si on n'est plus émerveillé? Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Éléonore. En tout cas, je peux te dire une chose, c'est que je pense que nous, ce soir, on est tous émerveillés par toi et par tous les autres candidats, par votre travail et par votre courage. Donc franchement, bravo. Et bien voilà, on est déjà arrivé à notre dernière candidate. C'est Aglaé Jacques. Aglaé, tu nous viens du collège d'Alzon de Bure. Ta professeure référente, c'est Hélène Rion. Et tu vas nous parler des dangers du populisme. Mesdames, Messieurs les jurés, Mesdames, Messieurs, membres du public, vous le savez très certainement, à l'heure actuelle, dans nos pays que nous appelons développés, nous faisons face à une montée plus qu'inquiétante de l'extrême droite. Pourtant, nous le savons, on nous l'enseigne et nous l'avons vu tout au long de l'histoire, les extrêmes, de droite comme de gauche, ont toujours mené de grandes et puissantes nations à leur perte. Nous avons des exemples qui nous viennent directement de l'Antiquité, comme lorsque Cléon, le premier démagogue de l'histoire, est arrivé au pouvoir de la cité d'Athènes. Il est vrai qu'en Belgique, nous pouvons nous sentir relativement protégés. En effet, en Wallonie, il n'y a jusqu'à présent aucun parti d'extrême droite présent sur les listes électorales. Cependant, nous l'avons vu lors des dernières élections fédérales,
Après des années à lutter contre l'extrême droite, il faut voir les choses en face. Chaque année, de plus en plus de citoyens votent pour ces partis. Cette année, aux élections fédérales, le Vlaams Belang a collecté près de 14% des voix, soit 2% de plus qu'il y a 5 ans. Cela signifie qu'1,1 million d'électeurs veulent voir l'extrême droite au pouvoir. Les extrêmes existent depuis toujours, et ils sont l'épreuve des failles de nos systèmes démocratiques. Ils reviennent toujours en force lors des périodes de crise, car voter pour les extrêmes, c'est voter pour des solutions faciles. Ces partis apportent des réponses simples à des problèmes complexes. Si vous ne me croyez pas, prenons le discours tenu par la plupart des populistes actuels, que ce soit Donald Trump ou encore Éric Zemmour, peu importe, tous utilisent des boucs émissaires qu'ils accusent d'être les responsables de la quasi-totalité des problèmes de leur pays. Si l'on écoute Trump, on comprend que selon lui, les Mexicains sont la cause d'une partie des problèmes des États-Unis. Et si nous passons au discours tenu par son homologue français, Éric Zemmour, nous comprenons que selon lui, ce sont les personnes de confession musulmane qui sont la cause des problèmes de la France. Quand on lit les programmes de l'extrême droite, ils promettent monts et merveilles sans que la population ait à fournir le moindre effort. Je comprends que l'on puisse être tenté, surtout dans nos pays où la précarité ne fait qu'augmenter. Pourtant, si ces solutions fonctionnaient, on le saurait. En revanche, ce que l'on sait, ce que l'on a vu à maintes et maintes reprises, c'est que l'arrivée des extrêmes au pouvoir a souvent eu des conséquences désastreuses. Des conséquences plus que désastreuses se sont produites. À côté de chez nous, il n'y a pas 100 ans de ça, lorsque nos arrière-grands-pères, nos arrière-grands-mères, nos grands-pères et nos grands-mères se battaient pour défendre leurs droits, se battaient pour défendre nos droits face à la politique plus qu'extrémiste du Troisième Reich. Le Troisième Reich, cette période de l'histoire que nous connaissons tous, dont nous parlons chaque année en répétant « il ne faut surtout pas oublier pour ne surtout jamais reproduire ce qu'il s'est passé ». Vous l'avez déjà entendu, cette phrase, j'en suis sûre. Ne pas oublier l'histoire pour ne surtout jamais reproduire les erreurs du passé. Il est vrai que j'ai pris l'exemple le plus tragique de l'histoire, et certainement le plus marquant pour illustrer mes propos, mais il en existe bien d'autres. Certes, les partis d'extrême droite modernes n'ont pas tous une idéologie nazie. Pourtant, voter pour eux n'est pas moins dangereux. On ne peut pas savoir ce qu'il va se passer. Pensez-vous que les Allemands savaient ce qu'il allait se passer en votant pour Hitler ? Je ne pense pas. Je suis également persuadée que la plupart des gens qui votent pour ces partis ne veulent pas que des événements aussi extrêmes se produisent. Ces partis ne sont peut-être pas tous fascistes, mais ils ont 3 grandes idées communes. Tout d'abord, le nationalisme, qui est vrai, a déjà su unifier des nations auparavant, mais lorsque ce concept est poussé à l'extrême, il peut alimenter la violence et diviser des populations entières. Ensuite, nous avons le conservatisme social, qui est une philosophie politique portée sur des valeurs traditionnelles d'une autre époque, comme la religion, le travail, les femmes qui devraient rester à la maison tandis que les hommes partiraient travailler. Le conservatisme social est un mode de vie qui certes peut contenir à certains, mais certainement pas à chacun. On ne peut pas empêcher une société d'évoluer, de changer, d'avoir de nouvelles valeurs. Il ne faut pas oublier que la société est à l'image des personnes qui la composent, à l'image de leurs bons et mauvais côtés. On ne peut pas forcer une personne avec sa propre identité à en être une autre. Et finalement, il rejette l'immigration. L'immigration, le fameux bouc émissaire dont je vous parlais il y a quelques minutes. La cause de nos problèmes, selon les populistes. Il est vrai que l'immigration a certains points négatifs, comme tout, finalement, et ne peut pas plaire à tout le monde. Pourtant, l'immigration est un droit qu'on ne peut bafouer, un droit inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Que vont-ils faire une fois au pouvoir, si déjà dans leur programme, ils prévoient de bafouer certains droits de cette Constitution? Alors, messieurs, dames, il ne vous reste plus qu'à voter en âme et conscience. Merci beaucoup Aglaé pour ton message d'alerte très important. N'oublions pas que cette année, nous commémorons les 80 ans de la libération des camps. 80 ans, c'était hier. Et regardons un petit peu ce qui se passe dans le monde pour l'instant, ça n'est pas toujours joyeux. Allez, voilà, on a terminé. C'était la dernière candidate. Je vais maintenant inviter les membres du jury à se retrouver, à se casser dans la cuisine et aller voter en âme et conscience. Pendant que vous allez vous retirer, moi, ce qu'on va faire, c'est que je vais inviter en fait toutes les candidates et tous les candidats à revenir sur scène et vous allez les applaudir très fort parce que c'était vraiment super ce qu'ils nous ont offert aujourd'hui.
Et il mérite vos applaudissements. Et voilà, chers amis, le jury est revenu parmi nous. Alors, je regarde. Apparemment, il n'y a pas de... Non, vous ne vous êtes pas battus. Ça va? Tout ça s'est bien passé? Ok, très bien. Alors, juste avant la proclamation des résultats, je vais quand même faire quelques remerciements pour l'organisation de ces 2 soirées. C'est un événement qui a été organisé en collaboration avec le Centre culturel de Rochefort, qui nous a fourni tout le matériel, qui nous accueillera aussi pour la finale le 22 mars, on les remercie. C'est organisé aussi avec le CIDJ, qui est le Centre d'information et de documentation pour jeunes, qui ont donné aussi un coup de main à tous nos candidates et candidats pour essayer que ça se passe le mieux possible. Et puis en collaboration avec la bibliothèque de Rochefort. Alors je vais quand même donner quelques noms. Hop là, pardon. Donc voilà, on a Damien Collin qui est responsable de la bibliothèque de Rochefort. On remercie évidemment Daniel Lesage, membre du Lions Club de Ciney, tous les membres du Lions Club de Rochefort, le président du Lions Club de Marche-en-Famenne, Guy Bernat et ses membres, ainsi que vous tous. Je repasse ici. Tu veux que je tienne la feuille? Je pense qu'on est bon là à peu près maintenant. Je vais... Et toute l'équipe, bien évidemment, merci à toute l'équipe pour cette super organisation. Je vais me taire, on m'a assez entendu parler et je vais passer la parole à Pierre, notre président. Ok, d'abord, merci à Alexandre aussi de la présentation. C'était une première pour toi, tu t'en es très très bien sorti. Encore bravo, merci beaucoup. Voilà, le jury a délibéré, vous l'avez constaté, pas trop longtemps, on n'a pas voulu vous faire attendre, surtout il y avait un peu d'anxiété chez certains et chez certaines, mais bon voilà, maintenant tout est apaisé. Je vais vous donner les 10 étudiants qui sont retenus pour la finale donc du 23 mars, si j'ai bonne mémoire. L'ordre n'a absolument aucune importance, il n'y a pas de cotation, il n'y a pas un premier, il n'y a pas un dixième, il y a 10 noms qui vont sortir aujourd'hui et ces 10 noms sont les étudiants qui sont donc retenus pour la finale. Je vous les donne par ordre alphabétique, comme ça c'est plus facile. Celui qui n'est pas retenu, il verra bien que s'il a la lettre C et que je suis à M, c'est qu'il n'est pas retenu. Nous avons d'abord Lisa Adam. Oui, faut préciser évidemment que comme il y a 2 éliminatoires, il y avait des étudiants d'hier et qui viennent peut-être parfois de Saint-Hubert, je ne sais pas le nom que je vais vous donner ici, je ne sais pas de quelle école ils viennent, donc on n'a absolument pas tenu compte de ça, mais il faut excuser certains qui viennent de plus loin et qui ne savent pas venir aujourd'hui. Donc il est possible qu'il y ait des étudiants qui ne soient pas présents aujourd'hui, mais ils seront prévenus, rassurez-vous. Donc il y a Lisa Adam, ensuite Éléonore Boré. Ensuite, Soraya Bouchti. Marcel Fezeux-Domche. Laure Gall. Juliette Lecoq. Louis Maquet. Abigail Nicolaï.
Angèle Saladin. Et enfin, Maya Timmers. Voilà, je crois qu'effectivement, on peut applaudir les 10 candidats, mais je crois qu'on peut surtout applaudir les 28 qui se sont présentés à vous hier et aujourd'hui. On vous souhaite une bonne soirée. On vous donne rendez-vous au 23 au Centre culturel des Roches.